Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos. Bonjour à vous Aurore Berger. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche à l'heure où la menace terroriste est prégnante en France en cette période de célébration de Pâques et plus largement. Les coups de boutoir islamistes se multiplient à l'école. Une grande partie des professeurs a peur, comme l'a dit cette semaine sur notre antenne l'ancien inspecteur de l'éducation nationale Jean-Pierre Aubin. Et c'est dans ce contexte aussi que s'accélère la campagne des européennes avec la majorité à la peine, si l'on en croit les sondages, et le Rassemblement national qui semble tout écraser sur son passage. On en parlera bien sûr. Au programme aussi vos dossiers sur l'égalité et sur la lutte contre les discriminations, sur tous ces grands sujets. Pour vous interroger, mes camarades, je suis entourée de Nicolas Barré, les Échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Aurore Berger, en cette période de fête religieuse de Pâques, la vigilance bien sûr est maximale compte tenu du contexte de fortes menaces terroristes. À l'instant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'abord souhaité un très bon week-end pascal à tous les chrétiens de France et il affirme que cette menace reste forte et prégnante. Il faut désormais même s'habituer à ce que les églises soient sous protection après les synagogues dans notre pays. Peut-être juste, me permettez-moi en introduction de dire un mot pour les chrétiens qui aussi à travers le monde subissent des persécutions. On estime que 365 millions de chrétiens à travers le monde subissent ces persécutions. Pâques, c'est une fête extrêmement importante, notamment par exemple pour les orthodoxes. Donc je pense en particulier aux Arméniens qui ont vu leur territoire, le Karabakh, être envahi et qui voient la perspective aussi de retrouver leur terre, de retrouver leur identité, chaque jour se fragiliser. Donc je voulais avoir d'abord évidemment une pensée pour eux, parce que je crois que c'est extrêmement important dans ce week-end pascal qui est, je crois, encore une fois, très partagé et qui invite, je l'espère en tout cas, à ce qu'on puisse avoir cette pensée. Ensuite, sur ce qui se passe dans notre pays, il y a évidemment la nécessité de protéger tous les lieux de culte. Et les lieux de culte en général, 2/3 des lieux de culte d'ailleurs protégés sont d'abord des synagogues, parce qu'on en parlera malheureusement tout à l'heure, il y a une recrudescence extrêmement puissante des actes antisémites dans notre pays. Mais c'est vrai que quand on a des moments qui sont des moments extrêmement importants pour telle ou telle communauté religieuse, eh bien c'est normal évidemment que l'État soit là en première ligne pour protéger, ce que font nos policiers, nos gendarmes. Et donc c'est ce qui est fait évidemment pour l'ensemble de la communauté chrétienne et catholique aujourd'hui. Il faut évidemment rendre hommage à nos forces de l'ordre, à nos renseignements aussi. Puis on a appris via le journal du dimanche aujourd'hui qu'il y a eu un attentat qui a été déjoué. Un Égyptien a été interpellé début mars dernier à Paris alors qu'il voulait cibler la cathédrale Notre-Dame de Paris. 5 individus ont été interpellés plus largement ces dernières semaines, Aurore Berger, dans des affaires de terrorisme, tous d'ailleurs liés à l'État islamique. La question est, que faisaient ces individus sur notre sol? Il faut se féliciter évidemment des attentats déjoués, mais la question que se posent probablement nos auditeurs et téléspectateurs, c'est que faisaient-ils sur le sol français? Le Premier ministre a d'ailleurs dit qu'un certain nombre d'attentats avaient été déjoués depuis le début d'année. C'est toujours d'ailleurs la difficulté, c'est-à-dire qu'on communique plus rarement sur les succès, c'est-à-dire la capacité qu'on a à déjouer un attentat, que malheureusement sur les risques, et encore pire évidemment quand ces risques se réalisent. Mais je crois que c'est important aussi que les Français soient rassurés sur le fait que justement qu'il y a une mobilisation pleine et entière, à la fois de nos services de renseignement, extrêmement efficaces et qui en ont encore fait la démonstration que vous avez rappelée, et évidemment ensuite de l'arsenal qui est le nôtre, juridique, réglementaire, législatif, pour garantir la protection des Français. Mais vous croyez qu'ils sont rassurés? Parce qu'il y a un effet paradoxal, c'est-à-dire chaque fois qu'on communique sur un attentat déjoué, est-ce qu'il n'y a pas un effet anxiogène aussi? Je ne crois pas. Je crois que les Français, malheureusement, comme dans beaucoup de démocraties à travers le monde, savent les risques qui existent et qui pèsent sur nos démocraties. Pas d'ailleurs que sur nos démocraties. Ce qui s'est passé à Moscou il y a quelques jours montre qu'encore une fois, les États peuvent être fragiles et que d'ailleurs ceux qui disent que les États totalitaires seraient par principe protégés ou les États autoritaires seraient par principe protégés, on voit bien que non. Donc ça veut dire qu'il y a une fragilité des États en général et qu'en fonction de ce que les États représentent, en particulier nos démocraties, ils peuvent être et ils sont attaqués. Et donc notre nécessité à nous, c'est d'arriver évidemment à protéger. Et je pense que communiquer un moment sur justement les attentats qui sont déjoués, c'est à la fois dire oui, malheureusement cette menace existe et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Pour autant, en France, on a cette capacité justement à permettre que ces attentats soient déjoués. Vous venez d'évoquer ce qui s'est passé, ça nous rappelle de terribles souvenirs avec ce qui s'est passé à Moscou et la question se pose parce qu'il faut faire
semble-t-il, une hiérarchie des menaces. Quelle est la menace existentielle par rapport à la France, Aurore Bergé? Est-ce que c'est la menace terroriste islamiste ou est-ce que c'est la guerre en Ukraine et Vladimir Poutine? Je ne crois pas qu'il faille faire une hiérarchie entre les menaces parce qu'en vérité, on a un pays qui subit des menaces qui sont protéiformes et elles sont donc de Quelle nature est la plus importante? multiple. Quelle est celle qui nous vise en premier? On a d'abord évidemment la question du terrorisme et du terrorisme islamiste. Ça, je crois que personne ne peut fermer les yeux sur cette réalité. Préférerait tous qu'elle n'existe pas, mais c'est une réalité malheureusement à laquelle, encore une fois, toutes les démocraties aujourd'hui sont confrontées. Ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël, c'est ça, c'est le terrorisme islamiste qui frappe une démocratie et qui frappe des civils. Et c'est évidemment la même chose à chaque tentative, évidemment, d'attentat. Et puis la question aussi de l'entrisme que certains essayent de déployer, de l'idéologie islamiste. Et ça, je crois aussi que là-dessus, il faut être absolument implacable. Je pense qu'on y reviendra notamment. Par ailleurs, on ne peut pas ignorer le projet politique qui est porté par un certain nombre de dirigeants, y compris évidemment Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'à un moment, la guerre qu'il a déclarée à l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine qui a déclaré la guerre, il faut toujours en revenir quand même au départ des événements, la guerre qu'il a déclarée à l'Ukraine, le retour de la guerre qu'il a imposée sur notre continent européen, la tentative d'ingérence étrangère. Mais la question, on est passé il y a quelques semaines d'un récit avec parfois peut-être même une hypothèse effectivement peut-être peu probable de nos soldats sur le sol ukrainien à la vraie menace, celle qui menace l'intégrité physique de nos concitoyens, c'est la menace islamiste. Je crois qu'un État ne peut pas se désarmer sur un front ou sur un autre. Quand on est une grande démocratie, quand on porte des valeurs et des convictions, on a la responsabilité d'abord absolue évidemment d'assurer la protection de tous les Français et donc d'assumer aussi de nommer des choses, et donc nommer notamment la question du terrorisme islamiste. Mais on ne peut pas accepter, quand on est une démocratie, les ingérences étrangères. Vous êtes, vous, des journalistes. Vous savez ceux qui ne le sont pas. Vous savez les tentatives d'ingérence qui ont essayé donc de déstabiliser notre pays, qui essayent de déstabiliser y compris des élections, ce qui est quand même le cœur même de ce qu'est la démocratie. Ça, évidemment, la France à la fois a le devoir de dire ce qui se passe et surtout de le combattre. La France, on sait très bien, est une cible de choix cette année, puisqu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on ne prend pas quand même un risque démesuré en organisant cette cérémonie d'ouverture autour de la Seine ? C'est une préparation, vous le savez, qui est titanesque depuis plusieurs années, de mobilisation aussi exceptionnelle, là encore, de nos forces de l'ordre, des militaires aussi qui seront mobilisés, vous le savez, pendant toute la durée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, mais c'est surtout une fierté française. Enfin, moi, je suis quand même assez abasourdie de voir ceux qui, aujourd'hui, considéreraient presque qu'il aurait fallu qu'on n'accueille pas les Jeux. Aussi de sécurité, hein, c'est pas qu'un débat politique. Oui, mais ça devient d'abord un débat politique et un débat où on décrit des scènes apocalyptiques alors qu'on a plutôt la fierté de se dire que la France est au rendez-vous justement de grands moments qui font ceux non seulement de notre pays, mais ceux du monde, puisque les yeux du monde seront braqués sur la France avec cette capacité quand même de mobilisation et d'enthousiasme. On a accueilli de très grands événements très récemment, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, on a accueilli le pape, on a accueilli le roi. Enfin, bref, je crois qu'on a la capacité quand même à accueillir des grands événements et donc on ne va pas renoncer à le faire. Et évidemment, ça ne se fera jamais au prix de la sécurité des Français. Alors, vous avez mentionné, vous dites, ce sont nos démocraties qui sont attaquées. Mais si on fait l'histoire récente de l'islamisme meurtrier, en Israël, ce qu'on voulait tuer, avant même une démocratie, c'était des Juifs qu'on voulait massacrer. À Moscou, l'intention était claire, c'était massacrer des chrétiens. Au moment du Bataclan, c'était massacrer des croisés. Donc, est-ce que pour correctement nommer la menace, il ne faut pas voir comment eux-mêmes, les islamistes, nous perçoivent aujourd'hui? Je crois que quand ils attaquent des démocraties, il n'y a pas de doute sur le message qui est envoyé. Quand ils attaquent la Russie, quand ils attaquent... Oui, mais je l'ai dit aussi sur des États totalitaires et autoritaires. Ce qui est aussi intéressant par rapport à ceux qui disent le fait d'être un État autoritaire et totalitaire protège par définition même de la menace terroriste. Malheureusement, démonstration est faite que ça n'est pas le cas. Donc, ça n'est pas l'organisation institutionnelle d'un État qui fait que vous êtes mieux préparé ou moins bien préparé à une menace terroriste. La question, c'est qui est visé ? Qui est attaqué? Et systématiquement, quels sont les lieux qu'ils sont? D'ailleurs, ces lieux que vous avez cités, que ce soit à Moscou, que ce soit au festival en Israël ou que ce soit le Bataclan, ce sont des lieux de fête. Avant d'être des lieux, ce ne sont pas des lieux de croyance, ce sont d'abord des lieux de fête. C'est la démonstration à un moment justement de la capacité qu'on a à créer du rassemblement, à créer de la mixité. Donc c'est une culture qui est attaquée. Oui, je pense que c'est évidemment une culture. Et puis après, évidemment, ce qui s'est passé en Israël, c'est
le pire pogrom de notre siècle. Donc il n'y a aucun doute sur la visée, puisque ça a été revendiqué par les terroristes eux-mêmes et documenté par eux sur la volonté d'aller tuer des juifs parce qu'ils étaient des juifs. Dans notre pays, ceux qui sont visés, ce sont aussi des professeurs, évidemment, avec les chocs Samuel Paty et Dominique Bernard. Plus largement aussi, le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, Aurore Berger, a déclenché une avalanche de réactions. Et même si l'État a porté plainte, on le sait, pour dénonciation calomnieuse, ça ne change rien à la situation de ce proviseur et de sa décision qu'il faut respecter. L'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, sur cette antenne, lors de la grande interview, a affirmé que c'était une capitulation de l'État, une victoire des islamistes. Est-ce que vous le percevez ainsi? Ce qui est certain, c'est que quand un enseignant est menacé, c'est insupportable et c'est une défaite pour tous, si ce n'est encore une fois pour ceux qui ont mis une cible dans son dos. Et ceux qui ont mis une cible dans son dos, ils sont de plusieurs natures. C'est à la fois l'élève qui vraisemblablement a menti sur la situation, c'est ensuite ceux qui l'ont menacé, et puis c'est ensuite notamment une députée LFI qui a cru bon relayer et qui, à l'heure où je parle ce matin, n'a toujours pas retiré son tweet. Vous parlez de Madame Danielle Simonet. Oui, elle n'a toujours pas retiré son tweet. Donc ça veut dire qu'elle continue quand même à accréditer une thèse dont on sait aujourd'hui qu'elle est fausse et qui a conduit à la demande de retrait du proviseur. Moi, ce que j'espère, parce qu'aujourd'hui, il a fait une demande de retrait. Il n'a pas dit « je démissionne ». Et ce n'est pas juste un petit choix sémantique, c'est très important. J'espère que la mobilisation qu'il voit, la mobilisation qui est celle de l'État, la mobilisation qui est celle du gouvernement, fera qu'il se sentira suffisamment en sécurité. Est-ce qu'il n'a pas vu trop tard, a posteriori? Vous parlez de choix sémantique. Le rectorat a fait un choix sémantique plus que douteux. Moi, ce que je sais, c'est... Quand il parle de convenance personnelle. Non, mais il n'y a aucune convenance personnelle. Ce n'est pas une convenance personnelle quand on est menacé et qu'on a peur pour sa vie, alors que dans notre pays, une école a déjà été attaquée, c'était aux Oratora, c'était à Toulouse, alors que 2 enseignants ont été assassinés, que ce soit Dominique Bernard ou Samuel Paty. Donc il n'y a pas de convenance personnelle quand on a peur, tout simplement parce que malheureusement, le pire s'est déjà produit. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair. Mais ceux qui ont été très clairs, la ministre de l'Éducation nationale a été très claire, le Premier ministre a dit au nom du gouvernement qu'on allait porter plainte contre l'élève qui avait menti pour dénonciation calomnieuse, ce qui est une première et ce qui envoie un signal extrêmement clair sur le fait que la République ne laissera rien passer et que si demain, après-demain, le moindre élève... des mots, Aurore Berger. Porter plainte, c'est pas un mot. Est-ce que la peur n'a pas changé de camp? Ce sont les professeurs qui ont peur. Sonia Mabrouk, quand vous portez plainte, quand l'État, le gouvernement, annoncé par le Premier ministre lui-même, porte plainte contre une élève qui a menti, contre une élève qui a conduit de facto à ce que des menaces soient proférées à l'encontre d'un enseignant, je crois qu'au contraire, on rétablit le bon ordre. On rétablit les choses et on dit à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés demain de mettre des cibles dans le dos de nos enseignants que c'est eux qui seront en cause et que l'État ne laissera rien passer et que l'État sera toujours du côté de nos enseignants. Et vous savez, ce qui est extrêmement important, c'est, au-delà évidemment que nos enseignants se sentent en sécurité, c'est qu'ils se sentent en liberté pédagogique, en liberté d'enseigner. Est-ce qu'on peut aujourd'hui enseigner toutes les matières? Est-ce qu'on peut aujourd'hui enseigner dans les classes françaises, à l'école française, toutes les étapes de l'histoire de France ou du monde? Mais on peut et on doit. C'est ce qu'on doit. C'est ce qu'on doit à l'ensemble. C'est ce qu'on doit à l'ensemble de nos enfants, à l'ensemble des élèves. C'est qu'à un moment, on n'ait pas des pages, notamment de cours d'histoire, par exemple, qui soient occultées. Parce que pour convenance personnelle, là, de certains élèves, on se dit qu'il vaudrait mieux que ce ne soit pas abordé. Vous distinguez le on peut et le on doit. Je veux dire, le rapport Aubin qui date de la fin des années 2000. Je ne dis pas que c'est simple. Je suis très lucide. La Shoah était difficile, pour ne pas dire impossible, dans certaines classes. Et ça ne s'est pas amélioré. Je suis malheureusement lucide. Je sais bien que c'est plus difficile dans certains endroits que d'autres. Et je sais bien surtout que ce que certains cherchent à faire, c'est pas tant que ce soit plus difficile parce qu'il y aura un climat dans la classe, c'est qu'il y a un niveau de doute, de suspicion généralisée dans le pays qui fasse que finalement ils préfèrent ne même pas prendre le risque d'enseigner. J'étais au mémorial de la Shoah cette semaine, et donc j'en parlais avec son directeur. Il me dit, parce qu'il avait très peur justement qu'il y ait un impact des événements du 7 octobre, qu'il y ait moins de classes. Il m'a dit, pour l'instant, on ne le ressent pas. On accueille 130 000 scolaires chaque année juste au mémorial de la Shoah à Paris. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant de se dire qu'encore une fois, sur des lieux qui sont essentiels pour apprendre ce qu'est notre histoire et sa complexité, les enseignants ne renoncent pas. Mais ça ne devrait pas être un acte de courage que d'aller au mémorial de la Shoah. Ça devrait être tout simplement un acte républicain que de considérer qu'encore une fois, nos enfants doivent savoir
quelle est notre histoire et encore une fois sa complexité. D'ailleurs, c'est une obligation. C'est une obligation aujourd'hui que dans sa scolarité, chaque enfant dans notre pays ait visité un lieu de mémoire et d'histoire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important qu'on l'ait inscrit. C'est mon ministère qui porte cette responsabilité avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que je crois que ça recrée quand même un minimum de commun et puis ça repose des règles claires. Alors on va continuer à en parler, on va marquer une pause sur le commun. Est-ce que la laïcité suffit ou est-ce qu'il faut engager, vous dites Aurore Bergé, plus largement peut-être une bataille culturelle? Autre bataille, et on va y venir, c'est celle de la dette, des déficits. Une courte pause et on se retrouve pour le grand rendez-vous. La suite du grand rendez-vous avec notre invité ce dimanche, la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. On poursuit toujours sur la question de l'école, malheureusement, je vais dire au cœur de l'actualité, avec aussi tout un continuum de menaces ces derniers temps. Est-ce que la bataille n'est pas aussi avant tout culturelle? Ne s'agit-il pas aussi de faire tout simplement, j'allais dire, aimer la France? Je crois que c'est avant tout une bataille culturelle, c'est certain, mais ça ne fait pas que depuis quelques jours ou quelques semaines qu'on parle de cette nécessité d'avoir une bataille culturelle qui est d'abord une bataille républicaine. Tout simplement, ça veut dire quoi la République française? Ça veut dire quoi les valeurs de la République dont on parle très régulièrement? Comment ensuite on les incarne? Ça veut dire quoi faire nation aussi dans notre pays? Parce que parfois c'est un peu désincarné, les valeurs. Qu'est-ce qu'on y Je met, pense en justement effet, comme disait un grand homme politique, on ne peut pas juste sauter sur sa chaise et dire les valeurs. Il y a une vraie question d'arriver à les incarner. Et donc c'est pour ça aussi, et c'est pas un hasard, que l'école est attaquée. Parce qu'au creuset de ces valeurs républicaines et de leur capacité de transmission, c'est d'abord évidemment l'école. C'est la famille et c'est l'école. Est-ce que le problème, c'est pas le fait que la laïcité à la française, aujourd'hui, est moins bien comprise, notamment par des jeunes générations qui considèrent que, par exemple, interdire le port de l'abaya, c'est une atteinte à la liberté, qui pensent à l'anglo-saxonne au lieu d'avoir ces références, disons, classiques françaises. C'est vrai que c'est difficile. C'est un combat qui est difficile parce qu'on sait bien que nos principes laïques sont sans doute minoritaires à travers le monde, c'est-à-dire la manière avec laquelle on conçoit ce qu'est la laïcité comme étant d'abord une loi de liberté. Ça n'a jamais été une loi d'oppression, la loi sur la laïcité. C'est au contraire une loi de liberté. C'est que quand vous avez des élèves en face de vous, vous n'avez pas à savoir quelles sont leurs opinions, toutes leurs opinions, que ce soit des opinions politiques ou des opinions religieuses. Vous ne voyez que des élèves en face de vous, vous ne voyez que des citoyens en face de vous. C'est ça notre principe de laïcité. On le voit bien sur les attaques aussi répétées dans le monde du sport, où on en vient à inverser les principes. On dit « Ah, vous interdiriez à des jeunes femmes de jouer parce que vous leur interdiriez de jouer en portant le voile ». Non, on n'interdit à personne dans notre pays de pratiquer un sport. Au contraire, tout le monde est le bienvenu sur un terrain de sport et tout le monde doit être mis à égalité. Et personne, justement, n'a à revendiquer, à afficher d'abord une opinion religieuse. Cette bataille au nom de la prétendue ou du prétendu procès en islamophobie, est-ce qu'on n'a pas perdu cette bataille-là aujourd'hui? C'est sûr qu'encore une fois, c'est facile de mettre une cible dans le dos à des hommes et des femmes politiques, à des responsables associatifs, à des enseignants, à des philosophes, à celles et ceux qui défendent ces principes-là, qui, encore une fois, ne sont pas et n'ont jamais été des principes qui visent à opprimer, mais au contraire, ce sont des principes profondément émancipateurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assigné à l'identité supposée que vous auriez eue à la naissance, la famille dans laquelle vous auriez grandi. Vous êtes d'abord un citoyen français avec des droits et des libertés. C'est ça qui est fondamental. Mais est-ce que la laïcité peut résister par ailleurs au changement démographique que connaît la France aujourd'hui? C'est-à-dire quelquefois vous avez des populations qui culturellement, massivement, ne se reconnaissent pas dans la laïcité. Donc, à partir de là, vous avez beau avoir une laïcité intransigeante, si vous n'avez pas elle n'est pas intransigeante. Moi, d'ailleurs, je ne veux pas qu'on y accole des adjectifs. Vous voudrez qu'elle soit intransigeante, qu'elle buterait devant des changements démographiques? Non, mais je ne crois pas, parce que je ne veux pas qu'on accrédite forme d'esprit de défaite où on se dirait que finalement, nos principes seraient fragiles. On sait qu'évidemment, c'est difficile. On sait que c'est un combat. Mais c'est un combat qu'on doit impérativement mener. Et vous savez, c'est aussi un combat qui permet de différencier les hommes et les femmes politiques, ceux qui ont le courage ou pas de porter cette exigence républicaine et laïque. Les partis qui portent cette exigence et ceux qui ne la portent pas. Quels sont-ils? Parce que justement, c'est plus facile de flatter tel ou tel électorat. Est-ce que par exemple le Rassemblement national, on y reviendra tout à l'heure, est avec vous dans cette bataille-là? Vous savez, le problème, c'est que des deux côtés de l'échiquier,
aux deux extrêmes. Il y a à la fois d'un côté ceux qui ont complètement basculé à l'extrême gauche et qui ont complètement et radicalement changé d'avis. Quand vous reprenez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas 50 ans, mais il y a 10 ans, 15 ans, il était très clair sur les principes de laïcité, sur la question du voile notamment. Et puis, il s'est dit que finalement, électoralement, c'était pas payant. C'était pas payant. Et donc, il a voulu accréditer l'idée. Parce qu'il a choisi un autre type d'électorat, chacun fait des choix. Et, clairement, lui, on le voit bien, la manière avec laquelle il fait campagne, notamment au moment des européennes, sur la question de Gaza, sur cette volonté systématique de venir culpabiliser. Enfin, bref, cette montée aussi de l'antisémitisme. Il faut comprendre, si je comprends bien votre logique, il y a un électorat qui est réceptif à ce discours anti-laïque. Bien sûr. Gaza, tout ça. Bien sûr. Mélenchon, mais donc, que Jean-Luc Mélenchon pense réceptif pour pas. En tout cas, il espère qu'un certain nombre de Français soient réceptifs et il espère qu'en tout cas, électoralement, ce sera payant. Donc, il a fait un choix électoral. Et puis, de l'autre côté, je pense que l'extrême droite participe justement à faire monter ce sentiment, notamment parmi les plus jeunes, que la laïcité serait un principe d'oppression. Parce que quand vous ne parlez de laïcité que pour parler du voile, forcément, à un moment, vous avez ce choc qui peut s'opérer. Qui la laïcité, la laïcité, l'extrême droite, vous visez Non, mais de manière générale sur le Rassemblement national. De manière générale. Et donc, d'un côté comme de l'autre, on affaiblit ce que veut dire la laïcité. Encore une fois, c'est un principe de liberté. Ça n'est pas une volonté d'asservir, ça n'est pas une volonté de hiérarchiser, comme parfois l'extrême droite souhaite le faire, et ça n'est pas, évidemment, un principe d'oppression, comme le prétend aujourd'hui l'extrême gauche. Alors, vous avez dit que la laïcité, par exemple, ne doit pas parler spécifiquement du voile, mais vous avez vous-même parlé de l'islamisme et pas d'autres problèmes particuliers qui menacent la laïcité en France aujourd'hui. On a parlé, parce que vous m'avez interpellé dès le début de ce plateau, sur malheureusement des menaces qui peuvent exister. Donc il faut être lucide sur quelles sont ces menaces. Et donc évidemment, je ne peux pas venir sur votre plateau et vous dire écoutez, tout va bien, il n'y a aucune atteinte à la laïcité dans notre pays et ne pas voir d'où viennent d'abord ces atteintes à la laïcité. Et ces atteintes à la laïcité, elles viennent d'abord en effet d'une idéologie islamiste dans notre pays, pas de l'islam, mais d'une idéologie islamiste, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Mais de ce et point donc de vue, il faut combattre. Même que celui de Marine Le Pen. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la différence essentielle, à mon avis, avec l'extrême droite sur ce sujet, il y en a bien d'autres par ailleurs, c'est que justement, elle n'a utilisé ce principe de laïcité que très tardivement dans sa vie politique. Elle s'est très peu exprimée sur ces questions-là avant. Elle y a vu, là aussi, à un moment, un refuge électoral. Clair sur la lutte contre l'islamisme. Non, c'est pas ce que je dis. Je parle sur la question de la laïcité. Elle s'en est emparée très tardivement et elle ne s'en empare, encore une fois, que dans une volonté de cibler telle ou telle catégorie de Français. Je crois que c'est pas la bonne solution. Vous êtes en train de dire qu'elle veut stigmatiser les Français musulmans, en fait, c'est ça ? Oui, je crois que ça peut arriver quand même. Et qu'il faut être lucide par rapport à ça. Encore une fois, si on veut que ce principe soit un principe qui rassemble le maximum de Français, si on veut que ce principe tienne bon, là où on sait qu'encore une fois, il peut être fragile, parce que d'autres démocraties d'ailleurs n'ont pas fait ces choix-là, et qu'on voit bien qu'on a du mal parfois à expliquer ce que veut dire la laïcité, comme vous dites, à la française, ça veut dire qu'il faut être clair, c'est un principe de liberté absolue, ça n'est pas un principe qui vient opprimer, et ça n'est pas un principe qui viendrait stigmatiser telle ou telle catégorie de Français. L'islamisme de l'islam, vous ne la croyez pas ? Je n'ai pas dit que je ne la croyais pas, mais je n'ai pas à croire ou pas croire. Ce n'est pas une question de croyance. La vie politique, c'est une question de combat. L'islamisme et pas l'islam. Elle le dit il faut le dire comme ça, oui, c'est certain. Donc vous êtes d'accord avec elle sur ça ? Oui, quand elle dit qu'il pleut, il pleut. Enfin, vous voyez, je n'ai pas à choisir ou pas, mais ce n'est pas une question de croyance. C'est un moment, quels sont les combats que vous portez et qui vous constituent tout au long d'une vie politique. Et de facto, encore une fois, extrême gauche et extrême droite, par des registres différents, par des volontés électorales ou électoralistes différentes, affaiblissent, à mon sens, le principe qui est un principe de laïcité et qui est un principe fondamental aujourd'hui dans notre démocratie et qui est malheureusement un principe fragile. On va marquer une pause, Aurore Berger. On va parler d'une toute autre menace, mais réelle. Et d'ailleurs, il en va de notre souveraineté. Et c'est un sujet de préoccupation pour de nombreux Français. La dette, les déficits. A-t-on perdu notre souveraineté ? Et quel choix, sachant que les Français ne veulent pas payer ? Et ils l'ont dit très clairement dans différents sondages. Une courte pause et on se retrouve.
La suite du grand rendez-vous en direct, bien sûr, sur CNews et Europe 1 avec notre invité, la ministre Aurore Bergé. Nous avons évoqué plusieurs sujets, la menace terroriste prégnante, l'attentat déjoué à Notre-Dame, une information du journal de dimanche. Et venons-en à un autre type, une autre menace, celle de perdre notre souveraineté financière. La France fait moins bien, Aurore Bergé, que de très nombreux pays en Europe et voit son déficit déraper gravement, 16 milliards d'euros de plus que prévu. Alors le gouvernement, tout au long de cette semaine, a expliqué cette situation par de moindres rentrées fiscales, la situation économique en Chine ou encore la situation géopolitique. Mais rassurez-nous, les autres pays qui font mieux subissent la même situation géopolitique et connaissent la même situation économique en Chine. Que les phénomènes extérieurs soient les mêmes, oui. La différence, c'est une différence fondamentale sur le modèle social qui est le nôtre ou pas. C'est ça le véritable sujet et le véritable débat qu'on doit, à mon avis, à un moment avoir. C'est-à-dire qu'on a fait des choix. Et on a fait des choix qui ont été payants, 2017, 2018, 2019, de rétablissement des comptes publics. C'est d'ailleurs la seule fois depuis 15 ans où on a réussi à repasser sous la barre des 3% de déficit. Le Premier ministre l'a beaucoup rappelé. Oui, mais c'est des faits. C'est des faits, crise Covid et choix qui a été fait. Tous les pays n'ont pas fait ça. Non, moi je crois pas. Et puis on peut pas. Enfin, vous voyez, on nous interroge le matin en disant vous en faites pas assez pour les Français les plus vulnérables, les plus précaires, pour lutter contre l'inflation. Il faudrait maintenir à 100% le bouclier tarifaire, le bouclier énergétique et ainsi de suite. Et dans la même journée, on nous dit attention, les déficits et la dette augmentent. Donc à un moment, il faut qu'on assume de se dire ok, vis-à-vis des Français qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles, on a un modèle social qui est exceptionnel en termes de protection, évite la pauvreté à 5 millions de Français. Hors parenthèse Covid, la situation aurait été aussi, peut-être pas aussi mauvaise, mais aussi dégradée. Beaucoup d'économistes ont fait ce calcul-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Déjà, je ne suis pas certaine, parce que je crois qu'on a fait un choix très structurant pendant le Covid, qui était d'éviter d'abord la montée très nette et très forte du chômage dans notre pays et la perte aussi des compétences. Parce qu'il y avait aussi ce point-là, c'est-à-dire non seulement protéger les Français, mais aussi sur des entreprises qui étaient à l'arrêt, le risque de perte de compétences de ceux qui avaient été formés pendant des années. C'est aussi ça qui a permis, je crois, la réindustrialisation de notre pays, la création nette d'emplois dans notre pays, la création nette d'entreprises dans notre pays, les investissements internationaux qui sont quand même massivement revenus. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis pas ça et je dis pas que la question de la dette et la question des déficits n'est pas une question fondamentale. C'est une question qui est difficile, c'est une question qui fait rarement le cœur d'une campagne présidentielle. Si on est honnête et lucide, on est rarement d'abord interpellé sur cette question-là. Ceux d'ailleurs qui en général en ont fait des points majeurs de leur programme n'ont pas été ceux vers lesquels les Français sont spontanément les plus allés. Donc il y a un enjeu à la fois de responsabilité évidente vis-à-vis de la dette et du déficit. C'est pas jouer les rabat-joie que de dire qu'à un moment, il faut évidemment réduire notre dette, réduire notre déficit. C'est les 10 milliards d'euros d'ailleurs d'économies qu'on fait dès cette année. Voilà. Et, non, qui est ministre de l'économie depuis 7 ans? Qui est au pouvoir pour arriver à cette... Je veux dire, à un moment, qui porte la responsabilité de cette situation? Non, mais il y a une responsabilité qui est partagée. Moi, je pense qu'il faut être... Entre qui, nous, vous non, mais les Français? Il faut être lucide sur à la fois des phénomènes exogènes qui font qu'à un moment, il y a un impact. Il y a un impact ou pas. Et surtout, il y a un impact au regard de ce que vous décidez, des choix que vous faites. On aurait pu faire d'autres choix, encore une fois, pendant le Covid ou pendant la crise énergétique. Mais moi, ce que je vois, c'est que ceux qui, aujourd'hui, politiquement, je parle de journalistes, mais ceux qui, politiquement, au cœur de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous reprochent, soi-disant, le manque de responsabilité, sont ceux qui, dans le même temps, ne nous demandent que des dépenses supplémentaires. Justement, dans les choix que vous faites, vous dites qu'il faut faire des économies, etc. Et puis, dans le même temps, on apprend, par exemple, que l'an dernier, vous avez augmenté les effectifs d'emploi public. Donc, c'est complètement paradoxal. Mais il y a des effectifs qui sont légitimes à augmenter. Réduire les effectifs. Vous ne pouvez pas passer la moitié du plateau à m'interroger sur la menace terroriste, la nécessité de protéger les Français, et me dire dans le même temps, écoutez, c'est pas grave, surtout vous n'augmentez pas les effectifs de la police et de la gendarmerie. Là, vous allez me dire non, je parle pas de la police, gendarmerie, j'en parle pas. D'accord. Alors parlons de l'école. Vous dites qu'il faut rénover l'école. Mais du coup, on le fait comment? On le fait en augmentant le nombre des effectifs de nos enseignants et en augmentant leur rémunération. On va mettre de côté l'école. Et ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'abus bureaucratique. Vous voyez bien que vous aussi, quand on regarde ensuite ligne par ligne, c'est un petit peu plus difficile. Parce que vous-même, vous me dites, il faut baisser le nombre d'emplois publics dans notre pays, mais vous me dites vous-même, ok, police, gendarmerie, on met de côté, école, on met de côté, Bruno Le Maire. Et ainsi de suite. Bruno Le Maire dit... Il y a des économies. Bien sûr que si. Et ces économies, on les a réalisées.
On les a réalisées, Nicolas Barré, dès 2017, ces économies. On a réduit l'emploi public partout où c'était possible. On a demandé des efforts à nos ministères partout où c'était possible. Dans le même temps que nous disent les Français, on veut des fonctionnaires sur le terrain, on veut clairement savoir ce que fait l'État dans les territoires, on veut avoir des gens derrière des guichets qui nous accueillent. Je vais vous citer Bruno Le Maire. Qui nous est demandé aussi. Bruno Le Maire dit qu'il faut passer de l'État-providence à l'État protecteur. Donc, de ce point de vue, vous donne raison. C'est pas seulement les 7 dernières années qui causent problème. C'est tout un modèle social sur plusieurs décennies qu'il remet en question dans cette formule. Est-ce que le modèle social français est à bout de souffle? Non, mais il y a un choix structurant qui a été fait dans notre pays, qui est de faire reposer notre modèle social sur le travail. C'est comme ça qu'on finance notre modèle social. Il est adossé à la question du travail. La question qu'on pose, c'est est-ce que les Français souhaitent qu'on garde ce modèle social qui est donc indexé au travail, à notre capacité de travail dans notre pays. Et donc, ce sont des réformes que nous avons faites, de retour à l'emploi, sur l'assurance chômage, d'allongement de la durée de vie d'activité sur les retraites, de retour à l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, c'est France Travail, les lycées professionnels et ainsi de suite. Ou est-ce qu'il faut changer de modèle et adosser ce modèle social sur d'autres réalités, par exemple la consommation? Pour l'instant, ce n'est pas le choix qu'on fait. On fait le choix, en effet, de tenir sur un modèle social auquel on croit, ce qui suppose, encore une fois, de renforcer une dynamique de réforme qui est la nôtre et qui a un fil conducteur, Mabrouk, depuis 7 ans. Sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui met apparemment votre majorité sens dessus-dessous. Alors, cette nouvelle réforme est annoncée comme étant, avec pour objectif, en tous les cas, d'inciter à l'emploi. Mais évidemment, elle va passer par une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs et une partie de la majorité. Pas forcément, d'ailleurs. Il y a plusieurs choix qui peuvent exister quand on parle de l'assurance chômage. On a déjà fait... Pas encore tranché. Mais parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses qui existent. Concrètement, ça veut dire quoi l'assurance chômage? Déjà, il faut revenir à ce que c'est au départ. Non, mais c'est une assurance. Votre souci de pédagogie. Non, mais attendez. Moi, je me souviens des débats qu'on a eus dans l'hémicycle. On dit en fait l'assurance chômage, c'est un droit. Non, l'assurance chômage, c'est une assurance qui vient répondre à un risque. Tout d'un coup, vous êtes frappé par le chômage, par l'inactivité. Et donc, en fonction de ce à quoi vous avez cotisé, vous pouvez être soutenu. C'est ça. Ça a été progressivement dévoyé. Et c'est ça aussi un de nos enjeux. La question de fond, est-ce que notre système, pour vous, est trop généreux ou pas? La question de fond, c'est est-ce que le système est suffisamment incitatif au retour à l'emploi ou pas? Ce qui n'est pas exactement la question. Est-ce que notre système est trop généreux, selon vous? Moi, je pense qu'on doit aller dans un système qui incite massivement et encourage massivement le retour à l'emploi. Je dire incitation. Une partie de votre majorité doute. C'est pas si sûr. Une partie de la majorité, je ne dis pas tous, doute vraiment, de cette dynamique d'incitation et pense que vous cherchez simplement des économies. Mais ça a eu des effets, la réforme de l'assurance chômage qu'on a menée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les derniers 24 mois pour pouvoir en bénéficier. Avant, les règles étaient encore plus généreuses, j'allais dire. Donc on a fait ce choix-là. L'Allemagne, il faut avoir travaillé 12 mois sur les 24 derniers mois. Et quand vous travaillez un jour, ça ouvre droit à une demi-journée de cotisation en Allemagne. Donc vous voyez bien qu'il y a un écart type qui est extrêmement important. Donc ça a eu un impact sur le retour à l'emploi. Donc la question c'est, est-ce qu'on va plus loin? Et donc là, il y a plusieurs règles. C'est soit la durée d'indemnisation, soit le montant de cette indemnisation, soit les règles au départ d'éligibilité pour y avoir accès. Moi, je pense que rester dans la dynamique qui est la nôtre, c'est-à-dire plutôt les critères d'éligibilité, c'est là, à mon avis, où vous avez sans doute le plus d'impact et le plus d'impact immédiat sur le retour à l'emploi. Et le corollaire, c'est aussi pour celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Et en général, d'ailleurs, c'est tout de suite ce qu'on nous oppose. Vous n'êtes pas la même personne quand vous habitez dans un territoire rural avec des difficultés de mobilité, que vous êtes une famille monoparentale, ou quand vous êtes un couple au cœur d'une métropole. Donc c'est aussi ça qu'on doit réussir à considérer. Quelquefois, le diagnostic de fond, il y a une formule qui revient depuis longtemps dans la politique française, c'est qu'il y aurait une culture de l'assistanat qui plomberait le pays. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, mais parce que je crois que personne, ou alors c'est une infime minorité, ne souhaite être assisté. Les gens veulent trouver de la dignité, les gens veulent travailler. Non, parce qu'un système peut y pousser, un système peut... C'est ce que vous dites à votre manière, ça décourage le retour au travail dans certaines circonstances. Non, mais parler de culture de l'assistanat voudrait dire que les Français sont fainéants, qu'il y a une culture de la fainéantise dans notre pays. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois qu'au contraire, les Français aspirent à retrouver une activité professionnelle et qu'en fonction des territoires dans lesquels ils sont, il y a plus ou moins aussi d'opportunités. Et c'est ça qu'on fait. Quand on réindustrialise, par exemple, à Dunkerque, dans des territoires qui ont longtemps été des territoires en déshérence en matière d'emploi et en matière d'industrie,
vous recréez des opportunités qui n'existaient pas. Dans le Figaro, le patron des sénateurs, les Républicains, menace de faire tomber le gouvernement en votant une motion de censure, justement, si vous ne luttez pas, à ses yeux en tous les cas, sérieusement contre cette situation. Il vous lance un ultimatum, Bruno Retailleau. Que lui répondez-vous ? Déjà, le Sénat ne peut pas déposer et voter de motion de censure. Donc, ça dépend d'abord du vote des députés LR. Donc, pourquoi pas ? Encore une fois, le sujet, c'est quelles sont les pistes qu'ils nous proposent. Quelles sont les pistes d'économie ? Vous connaissez les pistes de la droite. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que pendant la réforme... sur les hausses d'impôts, pendant la réforme des retraites, ce que je sais, c'est que si au Sénat, les LR ont été clairs, ça a quand même été un peu moins le cas à l'Assemblée nationale. Il ne vous a pas échappé que si on a dû utiliser un article de la Constitution, qui est l'article 49-3, c'est parce qu'il y avait un doute sur le vote des députés LR. Donc il y a besoin aussi à un moment de constance et de cohérence. Et donc on ne peut pas, encore une fois, à longueur d'interview, dire... faites des économies, et en même temps, à longueur de propositions à l'Assemblée et au Sénat, dire faites des dépenses supplémentaires. Vous garantit que vous n'augmenterez pas les impôts. Je crois que c'était la question. Mais c'est la preuve qu'on a apportée depuis 7 ans. Oui, mais là, on est dans... mais c'est la preuve qu'on a apportée depuis 7 ans. Et c'est une constance. Il en faudra plus aux Français, semble-t-il, pour les rassurer. Oui, mais en général, les Français, ils jugent sur pièce. Ils jugent sur pièce. Ils ont vu quoi ? Ils ont vu qu'on a supprimé définitivement la taxe d'habitation. Ils ont vu qu'on a supprimé la redevance audiovisuelle. Ils ont vu qu'on a baissé les premières tranches d'impôt sur le revenu. Les entreprises ont vu qu'on avait enfin baissé l'impôt sur les sociétés pour revenir à une moyenne européenne. Donc on ne va pas fragiliser aujourd'hui la politique économique qui est la nôtre, alors que c'est une politique économique qui a permis le retour à l'emploi, quand même, d'un certain nombre de nos compatriotes. Donc il faut évidemment tenir sur une cohérence. Il n'y a rien de pire en matière économique que justement changer chaque jour de ligne politique, économique et fiscale. Donc on a une politique fiscale qui est, je crois, extrêmement claire. En tous les cas, vous tenez votre ligne sur vos dossiers. On va vous interroger parce que vous êtes la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations, des sujets très importants. Une courte pause et on se retrouve sur CNews et Europe 1. La suite du grand rendez-vous avec Aurore Berger. Et justement, dans le cadre de l'augmentation, vous les avez cités pour les dénoncer de ces actes antisémites. Et pour répondre à une tribune appelant les candidats aux européennes à s'engager, vous avez dit récemment, Madame la ministre, souhaiter organiser des assises de lutte contre l'antisémitisme. D'abord, est-ce que vous avez progressé sur cette initiative et est-ce que ça pourrait se tenir prochainement ? Oui, le 6 mai, je vais organiser ces assises de lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'on a une explosion des actes antisémites dans notre pays depuis le 7 octobre dernier. 7 octobre dernier, pire pogrom de notre siècle, en Israël. Des citoyens assassinés parce qu'ils étaient juifs, des femmes prises pour cible et mutilées de manière systématique. Ces femmes ont été violées, ont été mutilées en un silence qui est quand même assez pesant, je trouve, pour elles, comme si on leur déniait le fait d'avoir le droit d'être des victimes de ces actes terroristes, et explosion de plus de 1000% d'actes antisémites dans notre pays. Donc on a été très clair, à la fois sur la question de la vigilance qui doit être la nôtre, renforcement des politiques publiques de protection évidemment de l'ensemble de nos concitoyens, des lieux de culte, des écoles juives qui pourraient être prises pour cible, d'autant plus que dans le passé ça a été le cas. Mais je crois qu'on a une nécessité qui est que chacun s'engage. Et que chacun s'engage très clairement sur ce qu'est la définition de l'antisémitisme, parce qu'il y a ceux qui maintenant systématiquement se rangent derrière l'antisionisme. Donc une bonne fois pour toutes, l'antisionisme, c'est vouloir la destruction de l'État d'Israël. L'antisionisme, c'est refuser l'autodétermination des Juifs, c'est refuser qu'un État démocratique puisse exister. Ça n'est pas critiquer la politique du gouvernement israélien. On peut critiquer totalement, dénoncer de manière évidemment très directe et plus que ça est forte la politique de Netanyahou sans pour... Ce sont deux choses différentes. Et le pire, c'est quand maintenant on rend responsable nos compatriotes juifs de la politique qui serait menée par le gouvernement israélien. Ils ne sont pas responsables. Pourquoi telles assises ? Mais d'abord, qui doit y participer ? L'ensemble des partis politiques qui ont un groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça fait une dizaine de partis politiques qui sont représentés. Donc tout le spectre politique la France insoumise, français, tous ceux qui ont un groupe politique à l'Assemblée nationale et au Sénat. La France insoumise. Donc la France insoumise. Sur ce sujet-là, vous connaissez leur position. Eh bien justement, qu'ils viennent clarifier. Déjà, j'espère que chaque parti politique, évidemment, viendra, parce que ce sera en présence de l'ensemble des associations qui luttent contre la haine, que ce soit des associations, évidemment, juives, mais pas que. C'est ça que je veux, surtout, dans ces assises. C'est qu'à un moment, on considère que c'est le problème de l'ensemble de la société française. Ce n'est pas que l'affaire des Juifs. Vous avez des associations qui sont franchement pas claires sur ce sujet, notamment féministes,
qui ont condamné au bout d'un certain temps, du bout des lèvres. Ah mais je l'ai dit et ça m'a été suffisamment reproché Donc, et je maintiens. Et je maintiens les déclarations que j'ai faites. Pardonnez-moi, vous avez mené une sorte est-ce qu'on peut dire d'enquête ou de recherche pour savoir si vous pouviez éventuellement, en tous les cas, si ces associations étaient financées par l'État, et au final, il n'y a aucune association ayant tenu des propos ambigus financés par l'État. En vérité, beaucoup d'associations qui sont des associations, j'allais dire, militantes et politiques, qui ne reçoivent pas d'argent public. Ce dont je voulais m'assurer, c'est que les associations qui perçoivent de l'argent des Français, évidemment, ne s'étaient pas compromises dans des propos qui auraient été ceux, par exemple, de dire que ce qui s'était passé le 7 octobre n'était qu'un mouvement spontané, légitime, de résistance à l'oppression. Et ce que je dis aussi, pour avoir reçu des femmes israéliennes qui ont été témoins ou qui ont vu des corps qui savent faire parler, malheureusement, ce que ces corps ont subi, parce que c'est quand même ça qui s'est produit. Il y a notamment une phrase qui m'a particulièrement marquée, c'est cette députée israélienne, en plus une opposante, vous voyez, à Netanyahou, qui me dit, en fait, moi j'ai participé à tous les mouvements féministes internationaux, et là, on a eu le sentiment d'être abandonnés, et elle me dit, en fait, MeToo, c'est pour tout le monde, sauf pour les Juives. Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que la France doit répondre à ça? Ça devrait tous nous interpeller, nous glacer le sang, en fait, de se dire que des femmes, alors qu'elles ont été prises pour cible, alors qu'elles ont été mutilées, alors qu'elles ont été violées, sont abandonnées dans une forme de silence international. Mais même en France, lorsque certaines associations voulaient se porter solidaires du sort des femmes israéliennes qui ont été persécutées, on leur a dit, vous n'êtes pas les bienvenus dans certaines marches. Oui. C'est quand même particulier. C'est insupportable, surtout. Encore une fois, quand on est féministe, on l'est tous les jours de la semaine. On ne choisit pas ses victimes. De la même manière que les victimes ne choisissent pas leurs bourreaux. Ce pas les victimes qui sont responsables quand même des viols qu'elles ont subis. De manière générale, d'ailleurs, aucune victime de viol n'est jamais responsable des viols qu'elle a subis. Mais les mises en garde sur le retour de l'antisémitisme en France datent d'il y a une vingtaine d'années déjà. Est-ce que c'est pas une prise de conscience un peu tardive? On peut penser aux travaux de Georges Bensoussan. C'est pas un peu tardif comme prise de conscience aujourd'hui? En fait, ce qui est très important aussi à dire, c'est que dans notre pays, d'ailleurs, quels qu'aient été les présidents de la République, quels qu'aient été les gouvernements, il y a toujours eu une clarté absolue sur cette question-là. Une clarté absolue sur la lutte contre l'antisémitisme. Ça veut dire que l'État, au plus haut niveau, considère que la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme aussi, la lutte contre toutes les formes de haine, est l'affaire de l'État, est l'affaire des institutions. Et ça, je crois que c'est déterminant quand même dans la manière avec laquelle, évidemment, on se comporte. La question, c'est que tout le monde soit clair. C'est qu'au-delà de l'État, au-delà des institutions, au-delà du gouvernement, tous les partis politiques puissent... C'est un révélateur pour vous. Oui, mais j'espère surtout que ce sera une prise de conscience aussi de ce que vivent un certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui, ici dans notre pays, pour qu'il y ait une réaction collective où chacun se sente concerné. Dans ce cas-là, à la France insoumise qui vous dit pourquoi vous ne parlez pas suffisamment de ce qui est en train de se passer à Gaza et qu'il qualifie aujourd'hui de génocide avec évidemment un nombre de morts extrêmement important et sans doute aussi parmi eux des femmes et des enfants. Ce sont deux questions qui sont totalement différentes. Et le problème, c'est ce qui lie ces deux situations. Enfin, encore une fois, nos compatriotes juifs ne sont pas responsables de la situation à Gaza. On a le droit de critiquer, et avec la plus grande défense... D'abord le Hamas. D'abord le Hamas. Le point de départ, c'est le 7 octobre. Et le gouvernement israélien? Le point de départ, ce sont les attaques terroristes et l'assassinat de citoyens israéliens, pas que israéliens, 42 Français qui ont été assassinés. Le point de départ, c'est ça, et les otages qui sont toujours détenus. Et après, il y a la responsabilité aussi sur le gouvernement israélien et la réponse où nous, on a toujours dit à la fois qu'Israël avait le droit de se défendre, mais qu'Israël devait le faire dans le respect des règles internationales et du droit international et du droit humanitaire. Mais c'est pour ça que le président de la République a appelé un cessez-le-feu. Mais le point de départ de ce cessez-le-feu, on le sait bien, c'est d'abord la libération des otages. Et je crois qu'il ne faut jamais inverser quand même ce qui s'est produit et toujours partir du point de départ, c'est-à-dire le 7 octobre. On notera donc ces assises contre l'antisémitisme le 6 mai prochain. Autre question, il nous reste quelques minutes rapides et on passe vraiment à des sujets très très différents. Là, ça touche au sujet de lutte contre les discriminations. L'Assemblée nationale, Aurore Bergé, a donc adopté ce jeudi 28 mars en première lecture une proposition de loi visant à sanctionner la discrimination capillaire, notamment au travail. Le texte vise notamment à empêcher des employeurs de contraindre leurs salariés à lisser leurs cheveux pour dissimuler leur coupe afro ou à cacher leurs tresses et dreadlocks.
J'allais dire, eu égard à tout ce dont on vient de parler depuis le début de cette émission et sans faire aucune hiérarchie, est-ce que ce type de loi est de l'ordre de l'urgence aujourd'hui? Déjà, c'est une initiative parlementaire, c'est une proposition de loi qui émane des députés. Donc, ce n'est pas nous qui fixons l'ordre du jour que les députés souhaitent avoir. Après, encore une fois, l'idée n'est pas de faire une hiérarchie. Moi, ce que j'ai dit au nom du gouvernement, c'est que ces discriminations, elles sont déjà sanctionnées. Il y a 26 critères aujourd'hui, nous, dans la loi, de lutte contre toutes les formes de discrimination. Il faut être très lucide sur le fait que des discriminations continuent à exister, des discriminations à l'embauche, des discriminations dans l'accès au logement. Et je crois que notre première responsabilité, c'est d'abord de lutter contre toutes ces formes de discrimination si on veut justement que les mots République soient incarnés en actes. Donc c'est ça, à mon avis, notre première responsabilité. Ça a servi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même transpartisan et que quasiment tous les partis politiques d'ailleurs étaient co-signataires. Même le RN d'ailleurs ne s'y est pas opposé et s'est abstenu. Donc vous voyez qu'il y avait une forme d'unanimité. Est-ce que la République était menacée par la discrimination capillaire? Non, mais je ne pense pas qu'il faille pour autant en ricaner parce que moi, ce que j'ai entendu, y compris de parlementaires qui avaient pu subir parfois la violence de ces discriminations, c'est que ce n'est pas juste un ressenti. C'est un vécu d'hommes et de femmes qui, à un moment, se sont vus, dans leur vie professionnelle notamment, être caricaturés, être moqués, être insultés. Et donc, réaffirmer qu'encore une fois, la République, c'est partout, tout le temps, et c'est évidemment dans un monde professionnel aussi. Il y a eu d'ailleurs une décision récente, parce que dans une grande entreprise française, quelqu'un avait été licencié de ce fait-là, et que c'était discriminant. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas trop en faire, mais il faut juste rappeler qu'il y a des principes et que ces principes dans la République, c'est la lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors, autre actualité, autre question, Emmanuel Macron avait évoqué il y a... Absolument déterminant, parce que c'est aujourd'hui ce qui manque profondément dans notre législation. On a une législation qui est sans doute la plus protectrice au regard des critères que nous avons mis. On a une augmentation des condamnations. Je crois que c'est très important aussi de le dire à des femmes qui nous entendent ce matin, qui ont été victimes ou qui pourraient l'être dans leur vie. Aujourd'hui, 98% de ces condamnations sont des condamnations à de la prison ferme. En moyenne, c'est 11 ans de réclusion. Je crois que c'est très important aussi pour la confiance qu'on a dans l'institution judiciaire. Mais il y a aussi une attente très claire qui est la question du consentement. Et en vérité, tout homme ou toute femme qui est un tant soit peu attentif à son ou sa partenaire, c'est très bien quand il y a consentement et quand il n'y a pas consentement. Ça divise chez les avocats qui affirment qu'on peut avoir une société, qu'on va vers une américanisation des rapports, qu'il faudra signer presque un papier de consentement avant un rapport. C'est évidemment pas ça. Il ne faut absolument pas caricaturer cette proposition. C'est juste de dire que pendant très longtemps, je crois qu'on a imaginé que le viol, c'était ce qui se passait dans une ruelle sombre, dans un parking dégueulasse, avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ça peut arriver, et malheureusement, ça arrive encore. Mais la plupart des viols sont perpétrés par des hommes, parce que c'est très majoritairement des hommes, que nous connaissons. On a reconnu le viol conjugal, l'entourage professionnel, notamment l'entourage professionnel, l'entourage amical. 57% des femmes qui sont violées sont des mineurs. Donc ça veut dire que c'est aussi cette perception qui doit changer. Le viol, déjà, ça nous concerne tous, et pas que toutes, ça nous concerne tous. C'est malheureusement un phénomène de société alarmant. Et encore une fois, le viol, c'est d'abord dans l'intimité. Et donc forcément, la question du consentement, elle se pose. Parce que si vous êtes agressé violemment dans la rue, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur la menace, sur la surprise, sur la violence, évidemment, de l'acte. Mais quand c'est un proche, et je veux plus qu'on puisse entendre « elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas dit non, elle n'a pas crié ». Mais à un moment, quand il y a un tel effet de sidération au regard de ce qui se produit, au regard de ce qu'est l'agresseur, de ce qu'il est, de ce qu'il représente dans votre vie, c'est ça qu'on doit absolument appréhender. Et je crois, évidemment, le faisant en embarquant l'institution judiciaire en lien avec le garde des Sceaux, mais je crois que ce serait une avancée très importante. Votre engagement. On va conclure avec cette question. Il s'agit d'une humoriste qui s'est exprimée dans le cadre d'un débat organisé par Mediapart et qui a appelé très clairement à faire la révolution en cas de victoire et d'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, en fait, à prendre les armes. Alors, elle le pose sous forme de questionnement, mais enfin, la signification est assez claire. Comment vous réagissez ? Je pense qu'il faut réagir de la manière la plus claire qui soit. Elle ne l'a pas fait dans un cadre humoristique. Elle l'a fait dans un débat qui est un débat public. Et donc, dans un débat public, quand on est un homme ou une femme qui a accès à la parole publique, on n'incite ni à la violence ni à la haine. Point barre. Quelles que soient les personnes mises en cause. Et je pense que c'est en étant très clair sur ces principes républicains, justement, qu'on fait peut-être reculer l'extrême droite. Je pense qu'elle a plutôt l'effet inverse, cette dame. Et donc, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'on lutte contre l'extrême droite, en disant qu'il faut plus de violence dans la société. Donc, moi, il y a un propos très clair.
on n'appelle jamais ni à la haine ni à la violence, quelles que soient les personnes qui seraient mises en cause. Mais c'est plus qu'un appel à la haine, c'est un appel à la violence, contestation de la démocratie. Non mais encore une fois, ce sont des propos inacceptables. Inacceptables. Et donc, c'est pas parce que ça vise l'extrême droite ici, ou demain le gouvernement ou l'extrême gauche. Quand ça vise Marine Le Pen, ça ne provoque pas une levée de bouclier. Je ne sens pas la tempête médiatique. Pour être très honnête, moi, j'ai découvert l'existence de cet humoriste parce que vous en avez parlé. Donc, peut-être que, sans lui faire offense, mais peut-être que la notoriété de celui ou celle qui parle crée plus ou moins d'émoi dans la société. Peut-être ce que je souhaite, cible. peut-être, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que, de manière très claire, l'ensemble des partis politiques, évidemment, condamnent tout appel à la contestation, évidemment, de nos principes démocratiques, à la violence ou à la haine, quelles que soient les personnes qui soient visées. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était votre grand rendez-vous ce dimanche. Évidemment, on se retrouve bientôt. Je salue mes camarades, Nicolas et Mathieu. On va souhaiter joyeuse Pâques